Washington, Paris et Londres voulaient condamner l'attaque chimique d'Idlib à l'ONU, mais le vote sur leur projet de résolution a été repoussé au Conseil de sécurité. C'est la conséquence de l'opposition ferme de Moscou dans ce dossier allié indéfectible de Damas. Nommé en janvier dernier, Steve Bannon n'est plus membre du Conseil national de sécurité américain. Il a été évincé par Donald Trump, pourtant à l'origine de sa nomination il y a 3 mois. La Guyane va bien bénéficier d'un plan d'urgence d'1 milliard d'euros. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve l'a acté lors du Conseil des ministres. Sur place, le centre spatial de Kourou a été libéré, mais les manifestants ne décolèrent pas. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Réuni en urgence, le Conseil de sécurité de l'ONU a donc une nouvelle fois montré son impuissance dans le dossier syrien. Confronté à l'hostilité russe, le vote sur le projet de résolution pour condamner l'attaque chimique d'Idlib a été reporté. Un texte, vous le savez, à l'initiative de Londres, Paris et Washington. Selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 86 personnes auraient péri dans ce bombardement. Pierre Laurent. À leur arrivée en séance, les ambassadeurs français, britanniques et américains savent déjà que la réunion est un échec. Les 3 pays ont rédigé une résolution condamnant fermement l'attaque chimique perpétrée mardi en Syrie. Mais une fois de plus, la Russie soutient fermement son allié, Bachar el-Assad. À ce stade, nous ne voyons pas le besoin d'adopter cette résolution. Les décisions prises par le passé sont suffisantes pour enquêter sur cet incident. Les regards en disent long sur la tension qui règne dans la salle. Vient alors la réponse de l'ambassadrice américaine. Photo de victimes à l'appui, elle accuse directement la Syrie et laisse transparaître une colère sourde. La vérité, c'est qu'Assad, la Russie et l'Iran n'ont aucun intérêt à obtenir la paix. Combien d'enfants doivent-ils encore mourir pour que la Russie réagisse ? Silence glacial. Face à l'impuissance désormais flagrante des Nations Unies, Washington menace même d'une action unilatérale. Mais qui est vraiment responsable de l'attaque perpétrée mardi ? Pour les Occidentaux, cela ne fait pas de doute, le régime syrien a mené les bombardements. Moscou confirme, mais réplique que le gaz se trouvait en fait au sol. L'armée aurait visé des stocks entreposés par des groupes rebelles. Impossible de savoir quelle version correspond à la réalité. Tous les acteurs sont en tout cas d'accord pour qu'une enquête soit menée au plus vite. Une attaque chimique qualifiée de terrible affront contre l'humanité par Donald Trump, les États-Unis, qui n'excluent pas désormais une action unilatérale en Syrie. Pour le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, la Russie doit, je cite, bien réfléchir à son soutien au régime syrien. On reste aux États-Unis où Steve Bannon a été exclu du Conseil national de sécurité, un organe stratégique du pouvoir américain. La décision a été entérinée par Donald Trump. C'est pourtant le président américain qui l'avait élevé en personne au rang de membre permanent. Théa Bazdarevich. Steve Bannon, évincé du Conseil national de sécurité. Une décision prise par Donald Trump en personne, pourtant très proche de ce dernier. Steve Bannon avait été nommé au sein de l'instance en janvier. Une accession à un poste prestigieux qui avait choqué, car d'ordinaire, cette place est réservée à des ministres et à des gens appartenant à l'univers militaire ou du renseignement. En résumé, un organe qui cherche à ne surtout pas être politisé. Cela pourrait être la première raison de son éviction. Selon des responsables de la Maison-Blanche, Bannon n'avait participé le mois dernier qu'à une réunion du CNS où il ne jouait plus de rôle actif. Sa mission, selon eux, était de surveiller Michael Flynn, le premier conseiller à la sécurité nationale de Trump. Or, celui-ci a démissionné en février après la découverte de ses contacts cachés avec l'ambassadeur russe à Washington. La présence de Bannon n'aurait donc plus été jugée utile. Ancien marin, officier du Pentagone, banquier chez Goldman Sachs, Steve Bannon a fait fortune en rachetant les droits d'une série télé avant de se tourner vers une carrière de réalisateur de films. Steve Bannon est aussi à la tête du très à droite site d'information Breitbart News. Il est régulièrement accusé d'antisémitisme ou de misogynie. S'il ne peut désormais plus siéger au Conseil national de sécurité, Steve Bannon reste toutefois conseiller en chef de Donald Trump. Les Gambiens sont appelés à choisir leurs députés ce jeudi, des législatives qui sont les premières élections dans le pays depuis la chute de Yahya Jammeh qui est resté au pouvoir pendant 22 ans. Un scrutin qui devrait être transparent selon le président de la commission électorale indépendante. On va l'écouter.
Dans le système qui existait auparavant, il n'y avait pas d'indépendance complète dans aucune institution, et en particulier pas à la commission électorale indépendante. Ce n'était pas ce que nous voulions, mais ce que le président voulait, et cela a causé des problèmes pour nous. Maintenant que nous sommes totalement indépendants et que ceci est organisé par le nouveau gouvernement, ils œuvrent pour la liberté, la justice et la transparence. La République démocratique du Congo aura un Premier ministre dans les 48 heures. Pas sûr pour autant que cette annonce faite devant le Congrès par le président Joseph Kabila mette un terme à l'impasse politique que traverse le pays. Une crise qui dure, je vous le rappelle, depuis le 20 décembre dernier et la fin supposée du mandat du chef de l'État actuel. À Gaza, les fonctionnaires de l'autorité palestinienne sont en colère. Ils ont manifesté ce mercredi contre la baisse drastique de leur salaire, décidée du jour au lendemain. Des coupes qui ne seraient que temporaires selon le gouvernement palestinien. Serine Bey. Sur cette place de la ville de Gaza, des fonctionnaires de l'autorité palestinienne venus exprimer leur colère. Mardi soir, le gouvernement a décrété des coupes dans leur salaire. Des coupes constatées dès le lendemain par ses employés venus retirer leur argent à la banque. Le gouvernement palestinien doit faire marche arrière sur sa décision, car cela a un impact sur nos enfants. Cet homme est employé au ministère palestinien de la Santé et vit à Gaza avec sa famille. Il est directement touché par la décision du gouvernement et a dû commencer à faire des rationnements. Nous avons acheté un peu de thym et du pain pour les enfants, mais nous ne pouvons pas acheter de tomates à cause de cette situation désespérée. Cette réduction des salaires a fait empirer les choses. Je ne sais vraiment pas comment je vais m'en sortir jusqu'à la fin du mois. Ils sont 70 000 employés de l'autorité palestinienne à vivre dans la bande de Gaza. Depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007 et y a placé sa propre administration, ces fonctionnaires se sont retrouvés au chômage technique. Ils continuent d'être payés sans travailler, en accord avec le gouvernement en Cisjordanie. Selon l'autorité palestinienne, ces réductions de salaire sont temporaires. Le gouvernement justifie ces coupes en invoquant la baisse de l'aide perçue par la communauté internationale. Direction à présent le Venezuela, désormais contrôlé par l'opposition. Le Parlement a lancé une procédure pour destituer les magistrats de la Cour suprême. Le texte évoque un coup d'État. La semaine dernière, la plus haute institution du pays, favorable bien sûr au président Maduro, s'était arrogé les pouvoirs des députés avant de faire volte-face 48 heures plus tard. Dans le reste de l'actualité, cette mauvaise nouvelle pour Theresa May. Les députés européens ont posé leurs conditions pour le Brexit et cela ne va pas dans le sens de Londres. À une très large majorité, le Parlement européen a voté pour des négociations en plusieurs étapes. D'abord, la sortie de l'Union européenne avant un éventuel nouvel accord commercial. Elliot Samuel. Un premier pas sur une route qui s'annonce très longue. Les députés européens ont débattu toute la matinée sur les conditions à fixer pour le Brexit. Et les échanges ont parfois été houleux, à l'image de Nigel Farage. L'ancien chef du parti britannique UKIP est revenu sur la volonté européenne que toute décision concernant Gibraltar passe par l'Espagne. Nous croyons au droit à l'autodétermination. Votre but, votre ambition, c'est de détruire l'État-nation démocratique. Gibraltar constitue clairement une rupture d'accord sur les termes actuels. Avec ces conditions, vous vous montrez hargneux, fourbe. Tout ce que je peux dire, c'est Dieu merci, nous partons. Vous vous comportez comme une mafia. Des attaques très largement réprimées dans l'hémicycle, notamment par le président du Parlement européen. Si vous parlez de mafia et que vous dites que ce Parlement se comporte comme une mafia, je trouve cela inacceptable. Les débats ont également montré la volonté de certains députés de repenser l'Europe. Le Brexit n'est pas uniquement à propos du Brexit. Le Brexit doit être, chers collègues, aussi à propos de notre capacité à faire renaître notre projet européen. Car il faut le reconnaître, le Brexit n'est pas arrivé par hasard. Finalement, par 516 voix contre 133, les députés européens sont parvenus à un accord. La résolution prévoit que Londres doit s'engager à respecter les normes de l'Union européenne. Un accord sur les futures relations Union européenne-Royaume-Uni ne sera conclu qu'après le Brexit. Enfin,
Les deux parties s'engagent à respecter les droits des 3 millions de citoyens européens vivant en Grande-Bretagne et du million de Britanniques à l'étranger. Au bout des 2 ans de négociations, le Parlement européen pourra exercer un droit de veto sur tout accord trouvé. La crise en Guyane au cœur des débats du Conseil des ministres. Ce mercredi, le plan d'urgence promis par Paris d'un peu plus d'1 milliard d'euros a été validé par Bernard Cazeneuve. Sur place, le centre spatial qui avait été occupé a été libéré. Les délégués des manifestants, eux, ne veulent rien lâcher et demandent toujours 3 milliards d'euros au gouvernement. Écoutez à ce propos notre envoyé spécial en Guyane, Fanny Lothaire. C'est une mobilisation marathon qui commence un petit peu à s'essouffler ici en Guyane. La trentaine de membres des collectifs et des syndicats qui avaient pris siège dans le centre spatial de Guyane avaient insisté rester jusqu'à jeudi, jusqu'à l'arrivée du PDG d'EuroAriane Espace. Et pourtant, ils ont quitté les lieux ce matin, un petit peu après le Conseil des ministres, disant ne pas avoir été entendus par Paris. Un dialogue de sourds, semble-t-il, puisqu'ils réclament toujours 3 milliards d'euros en urgence pour la Guyane. Malgré la détermination des manifestants, eh bien, on sent un petit peu la fatigue poindre du côté des collectifs qui n'ont pas dormi de la nuit, surtout au niveau des entrepreneurs qui commencent à fatiguer de voir la région, le département paralysé par quelques 10 jours de grève générale. Les routes sont toujours bloquées, les transporteurs ne peuvent pas acheminer la marchandise du port vers les grandes villes et puis les écoles sont toujours fermées. Voilà une mobilisation qui avait transporté un petit peu un élan de solidarité en Guyane, mobilisé à peu près toutes les classes sociales et toutes les origines. Il ne faudrait pas qu'elle se transforme en guerre d'usure interne. Le premier tour de l'élection présidentielle française, c'est maintenant dans 17 jours. Ce mercredi, France 2 a annoncé que le débat prévu le 20 avril prochain était annulé. Il devrait être remplacé par des entretiens individuels avec les 11 prétendants à l'Élysée. La campagne, elle se poursuit. François Fillon était ce mercredi à Provins, en Seine-et-Marne, où il a réitéré sa promesse d'alternance. L'occasion aussi pour lui de critiquer ce qu'il appelle le plébiscite médiatique. Malgré les affaires, le candidat des Républicains assure « Je suis toujours là malgré les torrents de boue déversés ». Fin de citation. Benoît Hamon était lui à Nancy devant 3000 personnes, toujours à la peine dans les sondages. Avec moins de 10% des intentions de vote, le candidat socialiste a déclaré qu'il refusait d'arrêter de rêver. Parmi ses soutiens présents en Meurthe-et-Moselle, Cécile Duflot. Pour l'ancienne ministre, les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon en matière d'écologie ne sont pas si éloignés. On l'écoute. Je pense que sur les questions écologistes, on est quand même assez proche, même si Jean-Luc Mélenchon a une vision plus administrée, ce qu'il appelle la planification écologique, avec laquelle on peut être d'accord sur certains sujets, mais il y a peut-être une vision un peu, on va dire, nationale, qui correspond aussi à sa vision des questions internationales sur lesquelles, et notamment des questions européennes, sur lesquelles on peut avoir discussion. Réaction recueillie par nos envoyés spéciaux, Karim Yayaoui et Clara Castelli. Si vous êtes un amateur de bonnes tables, sachez que la meilleure d'entre elles se situe désormais à Manhattan. L'Eleven Madison Park a été sacré meilleur restaurant de la planète selon le classement annuel des 50 Best. Prix du menu, $295. Théa Bazdarevich. Un établissement américain couronné meilleur restaurant du monde, ce n'était plus arrivé depuis 2004. Nous prenons très au sérieux ce que nous faisons, mais on ne se prend pas au sérieux et on ne fait pas ça pour nous. On sait qu'au bout du compte, les gens viennent dîner pour se réunir, partager un repas, passer un bon moment avec les gens qu'ils aiment. Et notre travail, c'est de rendre cela possible. C'est donc à New York que l'on trouve la meilleure table de la planète. Dans les assiettes, une cuisine 3 étoiles d'inspiration française, caviar bénédicte, canard au miel et à la lavande, et des huîtres. C'est la spécialité du chef. Mais régaler les papilles a un coût, $295 pour un dîner en 8 services. Quant au vin, il faut compter $175 pour la bouteille la moins chère. Et à ce prix-là, on profite de la vue au cœur de Manhattan et de son célèbre Madison Square. Les tables se réservent plusieurs mois à l'avance. Derrière ce succès, un chef suisse, Daniel Humm, 11 ans, qu'il dirige l'Eleven Madison Park. Pour marquer le coup, il s'apprête à lancer un menu de fête unique, 11 plats pour 11 moments marquants de sa vie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.